Alors, on va passer au débat tout de suite. Il y a pas mal de gens qui avaient levé la main. Stéphane Copé, d'abord peut-être, après Jean-Baptiste Ruffac, et puis Monsieur Coussy, qui patiente encore un petit peu. Bonjour Stéphane Copé, si vous pouvez vous présenter, on vous connaît, mais pas tout le monde peut-être. Ah, allez-y. Ah, en fait, on ne capte pas là, je suis désolé. Il faudrait peut-être couper la vidéo. Essayez sans la vidéo, peut-être, parfois ça allège un peu la bande. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Bon. Voilà. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ce débat. Beaucoup de questions ont été posées. Je voudrais laisser peut-être la place aux questions, simplement pour témoigner donc, en tant qu'animateur de la commission aménagement cyclable à Marseille, commission interassociative. On a essayé de rencontrer toutes les mairies de secteur et on a été particulièrement séduit par l'accueil que nous avons eu et la volonté des mairies de secteur de Marseille d'avancer sur ces sujets. Et je ne doute pas que dans les communes avoisinantes, c'est le même cas. Nous avons rencontré le DGS de la métropole qui nous a expliqué qu'il était absolument d'accord avec nous et qu'il fallait qu'on avance et qui, entre guillemets, n'attendait plus que les arrêtés municipaux de la ville de Marseille. Bon, c'était peut-être une phrase un petit peu provocatrice, simplement avançons. On a essayé de faire passer le message qu'en fait, on n'attendait pas des aménagements forcément luxueux, hein, mais que le budget qui a été voté, qui est quand même relativement conséquent, 100 millions d'euros, hein, sans compter toutes les subventions nationales, régionales qu'on peut obtenir sur ces sujets, servent à aménager le maximum d'itinéraires cyclables, avec par exemple des bordures collées, des balisettes, des bandes sonores selon les cas, des réaménagements de carrefours, et que ce soit surtout la continuité qui prime avec un fléchage de la continuité des itinéraires cyclables. Voilà le message très fort qu'on a essayé de faire passer donc, à la métropole notamment, et on attend beaucoup voilà, des élus de secteur et de la ville de Marseille pour qu'ils poussent à fond sur ces réalisations. Merci. Ok, merci à vous. Jean-Baptiste Ruffac, à vous la parole. Bonjour, donc Jean-Baptiste Ruffac, je suis cofondateur de Toussaint Biclou. C'est une entreprise qui propose des offres de tourisme à vélo autour de Marseille et de sa région. Et je suis également président du réseau d'entreprises, le mouvement Impact France, sur la région PACA. Merci à toutes et à tous pour vos interventions et à Gomet pour l'organisation du débat et regret un petit peu ce matin de ne pas avoir la métropole autour de la table qui est autorité compétente sur le sujet. Je voudrais intervenir sur deux points. Un premier sur l'environnement. Aujourd'hui, on sait qu'on a 31% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent des transports carbonés de biens et de personnes. Et le vélo et avec les transports en commun également quasi absent de Marseille quand on compare avec les autres métropoles, une solution inévitable que tous les experts, rapport après rapport, GIEC, Convention citoyenne pour le climat, au commissariat au climat, etc., recommandent de mettre en place de façon assez radicale et rapide. Et aujourd'hui, qui n'est pas pris en compte à Marseille dans les faits, hein. Localement, on regarde les objectifs de la COP 21 et je me questionne beaucoup sur le manque de stratégie à moyen et long terme de la métropole là-dessus. Et j'ai aussi beaucoup d'attentes sur ce que la ville peut faire avec ces compétences-là. Et j'avais un deuxième point rapidement qui me semble intéressant et qui est peu évoqué, c'est des opportunités économiques du vélo en fait pour la ville de Marseille, qui semble également peu prise en compte dans les réflexions, et notamment deux chiffres. Un sur l'emploi, dont on souffre beaucoup à Marseille. On sait aujourd'hui qu'on a 2,5% du chômage qui pourrait être réduit à Marseille si on attaquait vraiment le sujet de la mobilité. Donc, c'est aussi une thématique très intéressante. Et un autre dans mon secteur, plutôt le tourisme, de potentiel développement pour la ville de Marseille. On sait aujourd'hui qu'un touriste à vélo, il dépense 68 euros par jour sur le territoire, contre 55 euros pour un touriste lambda. Donc, c'est les chiffres de l'ADEME, d'Atout France. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant à creuser là-dessus, notamment qu'on a des questionnements en ce moment sur l'accès au parc national des Calanques, par exemple. Donc voilà, de notre côté, on réfléchit beaucoup à la construction d'offres pour le déplacement des touristes à vélo à Marseille et on se tient à la disposition de celles et ceux qui souhaitent y réfléchir également. Merci. Merci à vous. Donc la première question, c'est on s'interroge un peu tous sur finalement à quoi on peut s'attendre dans les 5 ans sur Marseille. On a bien compris qu'il y avait une très très forte envie affichée et assumée et du printemps marseillais, donc ça c'est super. Maintenant, on sait que vous êtes face à une métropole qui n'a pas été hyper présente sur ce sujet-là. Du coup, on s'interroge vraiment sur ce qu'on peut attendre.
Est-ce qu'il va pouvoir y avoir des déploiements massifs de zone 30 ou je ne sais pas, pour pallier en fait, quel levier vous pouvez concrètement activer en attendant pas que ça se fasse au niveau de la métropole? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça portait plutôt sur le stationnement, où c'est un super levier aussi pour organiser une bascule vers les transports en commun, vers le vélo, etc. Il me semble que la ville, pour le coup, a la main sur ce sujet-là. Alors, je ne suis pas bien clair sur la répartition des compétences avec les métropoles, mais il me semble que vous avez la main. Et du coup, est-ce qu'on va s'attendre à un rythme régulier de suppression de places, une meilleure gestion du stationnement anarchique, etc. Ça, c'était ma deuxième question. Voilà. Merci. Moi, j'en profite pour poser une question. Est-ce que la mairie a la main pour des journées sans voiture, sur le littoral ou ailleurs? Il y a beaucoup d'opérations qui se font de ce type. On connaît tous la référence de Paris et les quais qui ont lancé un mouvement. Est-ce que Nouveau Maître, on a lancé une pétition? Est-ce qu'un littoral sans voiture un dimanche par mois, c'est gérable par la mairie de Marseille? Audrey Gassian, c'est à vous. Merci. Oui. Merci. Beaucoup de questions. Du coup, si j'en oublie, vous me les rappellerez. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Je voudrais remercier Madame Humbert et je regrette vraiment que la métropole ne soit pas là, puisque le discours que nous portons sur les séparateurs physiques depuis le début du mandat et sur le fait que la piste cyclable doit être sécurisée, c'est exactement ce que vous avez montré avec vos diaporamas et c'est exactement les schémas également que nous sommes en train de travailler pour les proposer à la métropole, puisque pour faire du sort de clé en main, puisqu'on arrive en effet à un stade où on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les services de la ville, dont ce n'est pas la compétence, mais sont en train de travailler toutes les coupes de rues où nous voulons installer des pistes cyclables sécurisées. Donc en fait, nous, c'est notre modèle, la piste cyclable sécurisée, avec un séparateur physique exactement comme vous l'avez montré. Et on est en train de faire ça rue par rue pour tout envoyer à la métropole en sorte de travail, du coup, pré-mâché et disponible pour mise en œuvre quelque part. Donc ça, bien sûr, on vous tiendra informé, on tiendra informé Gomet lorsque nous aurons fini ce travail qui est un travail qui n'est pas notre compétence, mais du coup, on le prend pour pouvoir avancer sur ce sujet-là et on vous montrera les coupes de rue. Donc, en effet, bien sûr qu'on est conscient que les infrastructures sont absolument essentielles pour faire avancer les choses. Donc, ça, c'est la métropole. Sur les compétences villes, on peut faire des choses. Et c'est pour ça qu'on a déjà commencé à faire des choses. Sur l'apaisement de la circulation, il y a aussi la rue des enfants qui a été portée par mes collègues Sophie Guérard et Mathilde Chaboche au dernier conseil municipal, qui est un apaisement de la circulation aux abords des écoles, qui est quelque chose qui, pour nous aussi, est assez essentiel. On a parlé aussi d'urbanisme temporaire. C'est aussi des leviers qu'on a en tête pour apaiser cette circulation. Pour revenir sur... ensuite, je répondrai sur les dimanches en voiture. Je voulais revenir sur les stationnements. En effet, c'est une compétence ville. Alors là, ce n'est pas dans ma délégation. C'est Roland Cazola qui gère cette compétence. Mais on travaille ensemble pour justement réfléchir comment... en effet, actuellement, on a trop de stationnements en surface. On le disait aussi sur le stationnement à cheval, le trottoir chaussée. Si c'est plus possible, il va falloir qu'on réduise ça. Et aussi qu'on lutte contre le stationnement anarchique, puisque c'est quelque chose qui pollue aussi les trottoirs. Donc, sur la lutte contre le stationnement anarchique, on est sur un recrutement aussi, et donc ça, c'est Yannick Ouanessian qui a la charge de la police municipale, un recrutement de plus de policiers municipaux pour être en capacité d'assurer du coup cette verbalisation du stationnement anarchique. Sur le stationnement en surface, moi, ce que j'aimerais, et donc c'est encore toujours très dommage que la métropole ne soit pas là, mais on aimerait travailler sur quelque chose avec aussi les parkings souterrains. On sait que les parkings souterrains à Marseille sont vides le soir et les rues sont encombrées. Donc, il y a quelque chose quand même à travailler entre les tarifs des parkings souterrains et les tarifs résidents et pour libérer de la place en surface. Je pense que là, à un moment donné, nos deux collectivités doivent pouvoir travailler ensemble sur cette question-là pour apaiser la circulation en ville et réduire la place de la voiture en ville. Concernant, j'ai sûrement oublié des points, donc vous m'en excuserez, vous me relancerez dessus. Concernant les dimanches sans voiture, je ne vous cache pas que c'est un sujet sur lequel on pense depuis, enfin moi en tout cas je pense depuis septembre. Donc on veut le mettre en place en 2021 sur le littoral, mais pas que, parce qu'on a exactement le même référentiel de Paris Respire et d'Anne Hidalgo. C'est quelque chose que nous voulons faire aussi sur des zones du centre-ville. Ça, il faut qu'on travaille avec les mairies de secteur pour déterminer les zones
et voir comment on met tout ça en œuvre de la meilleure façon possible, parce qu'en effet, l'objectif, c'est que ça soit une réussite tout de suite et qu'on puisse bien préparer ce projet-là pour qu'il soit satisfaisant pour les Marseillaises et les Marseillais. J'ai oublié plein de choses, mais je vous laisse me relancer. Vous avez dit que vous allez lancer des journées sans voiture, c'est ça? J'ai été dérangé. J'ai dit que c'est en préparation pour 2021. Nous souhaitons lancer des dimanches sans voiture. Oui, tout à fait. D'accord. Et partout. Sur le littoral, mais pas que. C'est ce que je disais. Littoral, mais aussi sur le centre-ville, avec le même modèle que Paris Respire. Donc, il y avait des voitures berges, mais pas que. Nous, notre objectif, c'est de déterminer avec les mairies de secteur. Alors, c'est un travail qui est vraiment au tout début. Enfin, on n'est pas... C'est pour ça qu'on n'est pas encore prêt à vous donner ni une date, ni une cartographie des zones sans voiture que nous allons déterminer, puisqu'il faut qu'on fasse un travail quand même assez fin et qui corresponde aussi aux besoins et aux attentes et qui puisse être et marquant et intelligent dans ce qu'on va proposer. Mais oui, c'est ce que nous souhaitons faire pour 2021 et j'espère pouvoir vous annoncer ça de façon plus officielle très prochainement. Merci, c'est déjà pas mal. Là, on se contente de peu aujourd'hui. Non, il ne faut pas se contenter de peu, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je voulais quand même revenir sur les infrastructures parce que ça a été répété. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite avancer avec la métropole. Alors, j'ai entendu qu'il paraît que la métropole attend nos arrêtés municipaux. On ne peut pas prendre un arrêté municipal sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, si ça ne tenait qu'à nous, on prendrait des arrêtés municipaux pour créer des pistes cyclables partout. Mais en fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, les relations entre les collectivités. Et je voulais aussi rajouter que c'est dommage d'ailleurs parce que une conseillère métropolitaine de notre majorité me l'a rappelé encore tout récemment pour le prochain conseil de territoire et le prochain conseil métropolitain. Malheureusement, tous ces aménagements-là ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, voilà. D'accord. Merci Audrey Gassian. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Jean-Baptiste Ruffa, vous vouliez réagir? Ah non, c'est ma main qui est restée levée. Pardon. Pardon. Merci. Est-ce que parmi les intervenants, il y a des commentaires? Oui, si vous le permettez. Allez-y. Oui, simplement pour répondre ou réagir tout simplement au propos de M. Ruffa sur le côté emploi. C'est important de rappeler que notamment dans le cadre de coup de pouce vélo, on a pu mettre en avant aussi tout le potentiel qu'il y avait dans la réparation des vélos. Et je sais qu'il y a un certain nombre de magasins de réparateurs locaux qui ont recruté un certain nombre de personnes complémentaires pour venir aider dans le déploiement de ce coup de vélo. Donc là, il y a un secteur à développer, j'en suis convaincu. Secteur qui peut être aussi exploité par l'économie sociale et solidaire. Là aussi, je pense qu'il y a pas mal d'alternatives, pas mal de possibilités sur notre territoire. Et puis enfin, je vois aussi dans le vélo une véritable opportunité de venir relocaliser un certain nombre d'activités. On peut penser qu'il est illusoire de fabriquer des vélos en France. Moi, je pense tout le contraire. Je pense au contraire qu'on a cette capacité en France à fabriquer des vélos. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve dans ma circonscription, la société Damius fait des tripodes, des tricycles à la portée de manière à pouvoir offrir des solutions de mobilité à des personnes en situation de handicap notamment. Et tout ça est fabriqué en France. Donc, et ça rentre aussi dans la politique souhaitée par la majorité à l'Assemblée nationale de venir relocaliser un certain nombre d'activités. Le plan de relance offre des opportunités aussi pour venir relocaliser ces activités. Donc, on est là aussi à votre disposition pour pouvoir aider si vous avez des idées de pouvoir relocaliser ces activités dans nos territoires. Merci à vous. Mercier, on a une réaction là, Monsieur Sam Cohen qui dit d'ailleurs que Mercier semble relocaliser la fabrication de ces vélos en France. Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je passe la parole à Nicolas Picheral et après je voudrais que Nicolas Fortuit là, de la CEMAG à Gardanne nous partage son projet puisqu'il est dans les dossiers éligibles.
Merci pour ces échanges à taille humaine et localisés. Effectivement, je rejoins Monsieur Zoulezi là, sur les réparations vélo. Il y a vraiment quelque chose à faire. Sur les 50 € de l'État par vélo pour les réparations, ils arrivent à expiration fin mars. Et moi, j'ai mis mon vélo par hasard. J'ai trouvé une place, mais c'était complètement engorgé jusqu'à fin mars dans un des magasins vélo. Et c'est pareil sur plusieurs sites à Marseille. Et donc, c'est dommage, ça a lancé un élan. C'est pareil, il y a eu un élan qui a été lancé quand il y a eu les fameuses premières Coronapi. Ça a été mentionné dans le fil de discussion sur celle du Prado, notamment. Je rejoins ce qui a été mentionné. Hein. C'était un premier jet, c'était mieux que rien, même si les voitures, même si on aurait pu faire les contre-allées, etc. Il n'empêche que ça a duré, de mémoire, ça a duré à peu près 2 semaines. Et à la fin de la deuxième semaine, avant qu'elle soit effacée, il y avait vraiment beaucoup de cyclistes sur ces pistes rectilignes, efficaces, autoroute à vélo, certains diraient. Je voulais juste mentionner, pour ne pas retenir la parole, mais que sur Euromed, on travaille donc avec la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée, l'AMI et MHC sur les accès à la Tour La Marseillaise notamment. Et donc, il y a dans ce groupe de travail, ce comité de pilotage, il y a la ville qui est présente, il y a aussi la métropole, les services techniques, et on s'assure de ne pas avoir trop d'élus dans l'histoire, d'être vraiment proche du terrain avec des techniciens de l'aménagement. Et les techniciens de la métropole, il y a de la formulation en fait. Hein. Il ne faut surtout pas dire on va mettre en place le plan vélo d'Euromed. Il ne faut surtout pas dire il n'y a rien qui est fait. Voilà. Par contre, de dire la bande cyclable qui a été mise en place avec les quelques panneaux, aujourd'hui, sont un peu effacés, ne sont pas suffisants, il y a des voitures dessus, bref, ne correspondent pas à l'efficacité qu'on pourrait en attendre. Allons voir ensemble sur le terrain, allons-y ensemble. Allons-y aussi avec l'association, avec la commission interassociative qui a été mentionnée, hein, avec Stéphane Copé. Allons-y avec Caponor, allons-y avec donc, la Cité, avec Romed, etc., à l'Adréal. Allons constater ensemble. Prenons un vélo, allons-y ensemble. Voilà. Et c'est ce qui a été fait sur Aubagne. Et sur Aubagne, ça a permis de générer, on est à deux pas de lancer un schéma vélo sur Aubagne. Ça a permis de lancer des aménagements vélo temporaires. Alors, il y a eu, je fais juste part de ce retour d'expérience sur Aubagne parce que c'est quand même intéressant. On a lancé effectivement un premier axe qui va de la gare au Palu. Et cet itinéraire vélo temporaire a suscité pas mal de réactions parce que effectivement, c'est de la bande cyclable avec quelques balisettes et donc on ne traite pas les points noirs d'insécurité parce qu'on fait vite à pas cher pour lancer une dynamique, c'est la dynamique aussi interne au service technique. Hein. Là, on entendait la mairie, Madame Gassian, qui disait que ces services techniques ne sont pas acculturés à l'aménagement cyclable. C'est des choses, effectivement, à la ville d'Aubagne, c'est pareil. Hein. C'est des services qui ont des dizaines d'années d'expérience sur la voiture, l'aménagement routier, pour la voiture, les poids lourds, etc., mais pas du tout pour le vélo. Et donc, on en est à faire le travail à leur place, c'est-à-dire à la place des collectivités, je ne parle pas de la mairie spécifiquement, hein, et nous, bureau d'études, on essaye d'aménager, de proposer des aménagements, de mettre des chiffrages à la clé quand on sent qu'il y a un point noir, même si ça ne nous est pas demandé. Et ça ne nous l'est pas demandé dans la plupart des cas, donc, parce que les compétences sont partagées. Un coup, on est sur une voie métropolitaine, en zone d'activité, un coup, on est sur une voie communale, un coup, on est sur une départementale. Et donc, et chacun a sa politique vélo plus ou moins avancée, son acculturation plus ou moins avancée. Donc, c'est un territoire, effectivement, c'est ce que disait Clotilde Imbert, je pense qu'on va y arriver parce que ça m'a fait très plaisir d'entendre qu'il y a plusieurs communes qui lancent leur plan vélo ou qui ont sollicité l'État pour avoir des subventions. Ça montre qu'il y a une volonté aussi des communes.
Voilà, je vous remercie. Merci. Avant de donner la parole peut-être à Nicolas Fortuit, Audrey Gassion, vous vouliez compléter vos propos? Oui, tout à fait. Je voulais compléter parce que j'avais oublié de parler de la piste cyclable très éphémère du Prado, qui avait en effet été créée lors du premier confinement. En fait, cette piste cyclable, donc vous le savez, et je crois que ça a été rappelé dans le chat, avait duré très peu de temps. Je crois qu'elle avait mis une semaine pour être créée et elle avait été désinstallée au bout de 5 jours. Donc, on a eu la piste cyclable peut-être la plus éphémère du monde, en tout cas de Marseille, c'est sûr, peut-être. Et qui avait coûté quand même 50 000 € pour être posé et déposé. Et on était sur les Coronapistes à 600 000 € pour 9 km. Donc, l'idée, c'est de dire, à un moment donné, nous, on veut des aménagements qui soient pérennes et surtout qu'on n'ait pas ce gaspillage d'argent public comme il a pu y avoir, puisqu'au final, cette piste cyclable, et pour avoir participé à ces Vélorussions pour réclamer pendant la campagne électorale, mais le retour de cette piste cyclable, nous sommes en train, nous, de la retravailler. D'ailleurs, avec l'adjointe aux mobilités du 6e et 8e arrondissement qui nous suit, je crois, actuellement. Nous sommes en train de la retravailler pour proposer à nouveau à la métropole un aménagement pérenne de cette piste cyclable, puisqu'en effet, elle est nécessaire. On a un axe qui est très large. La piste cyclable sur le Prado est actuellement sur le trottoir. Il y a des conflits d'usage avec les piétons, c'est une catastrophe. Donc, l'idée, c'est de remettre cette piste cyclable, en effet, sur la chaussée et de façon sécurisée. Je voulais le dire parce que c'est vraiment un travail que nous sommes en train de mener très actuellement. Ça fait partie de nos axes prioritaires. Donc, je ne voulais pas finir sans l'avoir dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions? N'hésitez pas. Hein. Anne-Mélac, vous voulez parler? Non. Non, elle est là. Que fait-on des livraisons récentes? Courlioto, Jarret ou à venir? Peut-être préciser une chose qui n'a pas été évidente dans les échanges avec la métropole sur Aubagne, c'est le fait que les points noirs étaient bloquants en fait pour avancer. C'est-à-dire, le point de vue de la métropole était on n'aménage pas du temporaire tant qu'on n'a pas résolu les points noirs. Et résoudre les points noirs, c'est du gros, c'est du lourd, c'est des millions d'euros. Et donc, évidemment, on ne les met pas sur la table en claquant dans les doigts. Et ça a été un tour de passe-passe politique. Mais ça aurait pu être bloquant. Nicolas Fortuit, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Gardanne en quelques mots, le projet? Oui. Merci Jean-François de nous donner la parole. Nicolas Fortuit, directeur général de la CEMAG, la SEM, Société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne. Et donc, passe une info de ce qu'on a fait depuis une grosse année. La première chose, c'est qu'on avait, comme toutes les villes moyennes, 20 000 habitants, 22 000 habitants, des difficultés sur cette thématique, c'est-à-dire que des infras qui ne sont clairement pas adaptés et personne qui voulait gérer le dossier. La ville n'a plus de moyens par le transfert des compétences à la métropole. La métropole, trop grand territoire, donc qui a du mal à répondre aux attentes des deux grandes villes, Marseille et Aix. Donc, pour des petites villes qui ne représentent pas grand-chose à cette échelle-là, c'était difficile. Donc, la CEMAG a pris sur ses fonds propres 10 000 € pour lancer, avec le bureau d'études Eureka, un schéma directeur à l'échelle de toute la commune, quel que soit l'exploitant routier, que ce soit le département, la ville, la métropole. On a analysé le champ des possibles. On a mis autour de la table toutes les parties prenantes, à la fois les collectivités, des financeurs potentiels, mais également des associations dès le départ. La DAVA, pour ce qui nous concerne, donc l'association de vélo du Pays d'Aix, avec son antenne à Gardanne. Et donc, on a réussi à sortir, juste avant les élections municipales, le plan vélo, un projet de schéma directeur, parce que c'est aux élus après de décider, mais en tout cas un projet de schéma directeur vélo de la ville. Donc, fait par un acteur externe, bon, un peu lié à la ville. Mon président, c'est le maire de Gardanne, mais on a réussi à sortir ça. Nouvelle municipalité, on est passé de communiste à LR, qui a accéléré le projet. Et donc, on a répondu, en effet, à l'appel à projet de l'État
pour répondre déjà à notre boulevard extérieur, notre boulevard circulaire, et essayer de le réaliser avec une infrastructure en dur, pas simplement des bandes de peinture. Et c'est un projet de ville, parce que ça permet aussi de voir la ville autrement, de l'aménager autrement, et donner donc une autre perception de notre boulevard circulaire. Un petit point, c'est que ça rentre dans une démarche plus large, qui est la démarche Citergie, qui est un label européen porté au niveau national par l'ADEME et qui vise à mettre en avant toutes les politiques volontaristes des collectivités sur le développement durable. Donc, la mobilité douce ou active en fait partie, mais également les énergies renouvelables et autres. Donc, on est en voie d'être labellisé. Donc, le plan vélo en fait partie. Une petite deux points de réflexion, le PDU. Niveau métropolitain, bon, je parle à mon nom, hein, je ne parle pas au nom de ma collectivité, de mes actionnaires, mais clairement ridicule à l'échelle de notre métropole. En tout cas, ça peut-être répondre un petit peu aux attentes côté Marseille-Aix, mais quand on est une petite ville, en fait, vous prenez la carte et Gardanne est un point. Et parfois, il y a peut-être une ligne qui passe par ce point, par chance, mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie un schéma directeur vélo, où on a besoin d'aller vraiment dans le détail. Donc, il y a peut-être d'autres moyens à mettre, parce que tant qu'il n'y a pas de schéma directeur de réaliser, d'analyse, de faisabilité, en fait, on ne peut jamais répondre aux appels à projets, qui sont des appels à projets concrets. Deuxième élément de piste de réflexion sur la méthode, on a 2 gros projets à Gardanne d'infrastructure. C'est le PEM, donc le pôle d'échange multimodal qui vient d'être livré. Donc, c'est une super infra. En plein milieu sur la ligne Aix-Marseille, la ligne TER. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Il nous reste à travailler sur la gestion du dernier kilomètre. Et le vélo, la trottinette en fait partie. Et donc, on va s'appuyer sur cette locomotive pour maintenant, l'infra est faite. Ce qui coûtait le plus cher est fait. Il n'y a plus qu'à mettre en place les initiatives vertueuses. Et on a un deuxième projet qui est en lien, c'est le pôle Yvon Moranda, qui est un écoquartier pour partie industrielle, 1000 emplois d'ici 2023. Donc, pour une ville de 22 000 habitants, ce n'est pas complètement neutre. Et donc, dans le cadre de cet écoquartier que nous portons en tant qu'aménageurs, on va initier également des actions liées au développement durable et en particulier aux mobilités. Je pense à l'autopartage, je pense au vélo-partage, je pense à énormément d'actions que l'on pourra amorcer en lien avec le pôle multimodal. Et c'est avec des locomotives comme celle-là qu'on arrive à faire des grands projets. Donc, on est vraiment sur une dynamique d'exemplarité à notre petite échelle de Gardanne, mais je pense qu'on va y arriver. Dernier exemple sur le pôle Moranda, et j'ai bien aimé la remarque de tout à l'heure, c'est de dire c'est l'infrastructure qui est importante et la démarche dans laquelle on est qui permet de savoir si on peut faire du vélo ou pas de vélo. Pôle Moranda, en tant qu'aménageur, on a fait reprendre le PLU pour que le PLU n'impose pas trop de places de parking. On a mis dans le PLU un nombre de places obligatoires extrêmement faible, ridiculement faible. Et après, c'est au cas par cas qu'on analyse avec les investisseurs le nombre de places dont ils ont besoin. Et dans le même temps, on leur apporte des réponses. Les réponses, c'est qu'il y a du télétravail aujourd'hui, mais c'est nous, aménageurs, qui finançons le plan de déplacement d'entreprise. On a créé l'association, dès le démarrage de l'opération d'aménagement, l'association des colotis, donc des propriétaires du site. Et tout ça pourrait être dans une démarche dès le départ, créer les services adaptés pour limiter la voiture dans notre écoquartier. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup pour ce témoignage, très intéressant. On va peut-être, j'ai juste une question pour Clotilde Imbert et après on va terminer. C'est une question sur l'expérience de votre cabinet, Clotilde Imbert, sur les territoires dans lesquels vous travaillez. Est-ce que vous observez sur les trajets multimodaux, vélo plus car ou vélo plus train, pour la mobilité du quotidien, est-ce que cela dépend de la distance des trajets des actifs? Est-ce que cette intermultimodalité dépend de la distance ou finalement, est-ce que le stationnement massif dans les gares, points d'arrêt, est-il utile? Bon. Ouais, non, je pourrais vous parler pendant longtemps de ce sujet-là parce que pendant 3 ans, j'ai travaillé sur la communication d'un projet européen qui s'appelait Vélo, Train, Vélo.
Donc, on a vraiment produit, si vous allez encore en ligne chercher des éléments sur ce sujet-là, vous en trouverez énormément. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'intermodalité vélo et train a énormément de sens. Et partout en Europe où on a mis en place des projets pilotes avec à la fois du stationnement vélo dans les gares qui soit sécurisé et à la fois de la location possible de vélos dans les gares, partout, on a vu des nouveaux cyclistes arriver, on a vu des nouveaux passagers de train arriver et on a vu des gens qui abandonnaient la voiture, soit pour se rendre à la gare, soit pour faire la totalité du trajet, parce qu'ils avaient en place des services. Donc, c'est extrêmement efficace. Et l'autre sujet de l'intermodalité vélo et transport en commun, c'est qu'aujourd'hui, le vélo, il reste relativement urbain. Et moi, je crois beaucoup au fait que dans les petites gares, pour pouvoir se rendre à la gare dans des endroits périurbains, voire ruraux, si on a la possibilité de se rendre en toute sécurité à la gare à vélo, on a une vraie alternative à la voiture. Donc, il faut absolument développer ces politiques-là d'intermodalité. C'est très important. Merci. Écoutez, on va clore le débat. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion, chaque intervenant peut-être? Jean-Marc Zulesi, rapidement. Et puis, voilà, merci en tous les cas pour la présence de tout le monde. Jean-Marc, mot de la fin. Simplement vous remercier l'ensemble des participants. Je pense qu'on a montré qu'on était tous unis ensemble pour promouvoir une politique de mobilité active sur notre territoire, quelles que soient nos étiquettes politiques, et tout ça dans une seule volonté, servir nos concitoyens, répondre à un besoin quotidien de nos concitoyens sur le sujet. Merci. Élodie Bouet, on vous a moins entendu. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour conclure? Je remercie tous les échanges très intéressants. Non, pour conclure, moi, je suis toujours disponible par mail pour recevoir des échanges avec les collectivités sur les dossiers qui pourraient être susceptibles d'obtenir des subventions dans le cadre de l'appel à projet continuité cyclable. Voilà, donc en espérant qu'il y ait de plus en plus de dossiers techniquement mûrs et intéressants qui pourraient recevoir des subventions de l'État. D'accord, merci. Vous pouvez glisser votre mail peut-être dans la fenêtre de chat si ça ne vous dérange pas pour joindre le geste à la parole. Laurent Benvenuti, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Oui, un petit mot rapide si vous m'entendez. Donc, s'agissant de l'articulation, toujours pareil, entre les systèmes de transport et le vélo, on sait qu'on a un chantier immense. C'est un chantier qui a du sens. Ça vient d'être appelé par Madame Imbert. Et ce chantier va sans doute nécessiter de prioriser les services à équiper et de bien évaluer le niveau de service qu'il va falloir construire et imaginer. Et je retiens du tour de table qu'on aura nécessairement besoin de l'expertise et de la vision des collectifs, associations qui sont organisés sur cette thématique du vélo et qui sauront précisément nous dire ce qu'ils attendent s'agissant de l'interaction car plus vélo, et qui sauront nous dire peut-être les services à équiper en priorité. Je pense notamment à l'échelon régional, aux liaisons routières régionales, qui sont des liaisons de longue distance avec des vocations touristiques, qui peuvent être, à mon avis, très intéressantes. Donc, je donne rendez-vous à beaucoup d'associations dont j'ai noté les coordonnées pour un échange d'expertise sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous promets, la prochaine fois, ce sera un débat au niveau régional, justement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enjeux notamment en matière aussi de cyclotourisme, et ça nous intéresse beaucoup. Clotilde Imbert, avant de passer la dernière parole à Audrey Gassian, un mot, Clotilde, merci. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour cette invitation, et j'espère que Marseille en est à un point de rencontre entre les demandes des habitants et les élus. Et quand je voyais Madame Gassian acquiescer sur ce point, eh bien, j'espère en tout cas qu'il est en train de se passer quelque chose et que des actions vont rapidement arriver, même des petites actions, mais des choses qui prennent de la place dans l'espace public pour montrer qu'il y a un tournant qui est en train de se passer et que les rues de Marseille peuvent aussi changer et qu'elles en seront très agréables. J'espère qu'on va voir arriver ça en 2021. En tout cas, nous, on va le suivre parce que j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui se met en place. Merci, venez nous voir directement sur place. J'y manquerai pas. Merci pour l'invitation. Audrey Gassian, un mot de conclusion? Oui, merci beaucoup pour ce débat. Notre objectif, donc, c'est d'améliorer la qualité de vie à Marseille, et je suis certaine, au vu de toutes les volontés et de toute l'énergie qu'il y a autour de cette table virtuelle, de cet écran aujourd'hui, que nous allons y arriver.
Et on vous confirme, la rencontre a bien eu lieu. Et donc, des choses vont arriver très, très prochainement. C'est notre volonté. Et je pense qu'avec la volonté que nous avons, nous pouvons tout réussir. Merci beaucoup. En tous les cas, voilà, on ne ferme pas encore le dossier, loin de là, mais on va le suivre dans les prochaines semaines. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux débats et échanges. Au revoir. Au revoir. Au revoir.